C'est la grande épreuve du temps. Comment les trains d'antan font-ils face à ceux d'aujourd'hui ? Peut-on même faire une comparaison ? Tu pourrais être surpris, mais les vieilles locomotives gagnent sur certains points, si tu veux mon avis. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, faisons un saut dans le passé. Les wagons étaient utilisés dans certaines régions d'Angleterre dès le début des années 1500. Ils servaient principalement à transporter le charbon ou les métaux non raffinés depuis les mines ou sur les bateaux. Les premiers vrais trains n'ont pas vu le jour avant le premier voyage de la locomotive numéro 1 en 1825. Cette première locomotive ressemblait à un tonneau sur roue d'une longueur de 122 mètres et avançait à une vitesse de 24 km/h. Petite et lente, certes, mais elle a pu transporter environ 600 passagers le jour de sa mise en service. Un siècle plus tard, le train était le roi des voyages longue distance. Il y a par exemple le Flying Scotsman, cette puissante machine à la robe verte. Construite près d'un siècle après la locomotive numéro 1, la Flying Scotsman mesure près de 24 mètres de long et pèse plus de 100 tonnes. Compare cela à la locomotive numéro 1 de 7 tonnes. Avec une vitesse maximale de 160 km/h, une course entre les deux ne serait même pas équitable. Mais qu'en est-il des trains d'aujourd'hui ? Les trains diesel datent de la fin des années 1800, mais n'ont vraiment commencé à s'imposer que dans les années 1950. Les trains diesel modernes ne sont pas beaucoup plus rapides que ceux de la génération de Scotsman. Les locomotives diesel les plus rapides au monde sont les Intercity 125 britanniques. En service depuis les années 1970, ces trains ont été conçus pour atteindre une vitesse de 200 km/h, mais leur capacité maximale est de 238 km/h lorsqu'ils sont poussés à leur limite. Leur vitesse est comparable à celle de certains avions. Les trains diesel sont également beaucoup plus efficaces que leurs prédécesseurs à vapeur. Les moteurs à vapeur brûlent du charbon ou du bois pour faire bouillir l'eau. La vapeur est recueillie à l'intérieur du corps de la machine et utilisée pour faire tourner les roues qui la poussent vers l'avant. Le problème, il faut beaucoup de pression pour faire avancer un train. Les moteurs à charbon avaient donc besoin de temps pour se réchauffer avant d'être prêts à partir. Cela signifie que trop de charbon devait être brûlé avant que le train puisse commencer à se déplacer. L'excès de vapeur devait également être libéré à l'arrivée du train, ce qui signifiait le gaspillage d'une grande partie de l'énergie accumulée. En plus de ça, les machines à vapeur étant sales, les chaudières devaient être nettoyées en profondeur au moins une fois par mois. Les moteurs devaient également être partiellement démontés dans le cadre de l'entretien régulier. Les moteurs diesel sont beaucoup plus propres et moins susceptibles de tomber en panne. Dans les années 1930, un train à vapeur typique pouvait passer 65% de son temps hors service pour son entretien. Un moteur diesel de la même époque n'en passait que 5% et ce chiffre n'a fait que diminuer au fil des décennies. Mais si on veut parler de vitesse et d'efficacité, ce serait électrique. L'un des trains les plus rapides qui circulent aujourd'hui est le TGV POS de la SNCF. Son nom est peut-être un enchaînement de lettres qui nécessite un grand effort d'articulation, mais ces locomotives élégantes sont capables de rouler à 320 km/h. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les trains électriques sont capables d'atteindre de telles vitesses, mais le poids est l'une des plus importantes. La plupart des trains diesel sont en fait des trains diesel électriques. Cela signifie que le moteur produit de l'électricité qui est ensuite utilisée pour alimenter les moteurs qui vont avancer le train. Les trains électriques, quant à eux, n'ont besoin que du moteur qui fait tourner les roues. Comme ils tirent toute leur puissance du réseau électrique, ils n'ont pas à se soucier de traîner le poids du carburant. Les trains électriques sont également plus silencieux et ne produisent aucune émission. Ils peuvent même produire une partie de leur propre énergie grâce à un système appelé freinage régénératif. En d'autres termes, cela signifie que lorsque le train ralentit, les moteurs électriques peuvent fonctionner comme des générateurs électriques. L'énergie qu'ils produisent peut ensuite être réinjectée dans le réseau électrique ferroviaire. La suppression des moteurs diesel permet également de réduire le nombre de pièces mobiles. Moins de pièces signifie moins de choses qui peuvent tomber en panne, ce qui réduit le temps de maintenance. Le seul véritable inconvénient est le coût initial de l'électrification d'un réseau ferroviaire préexistant, mais c'est le genre de problème qui ne se pose qu'une fois. Ensuite, il y a les trains à sustentation magnétique, maglev, qui utilisent des aimants pour planer ou léviter au-dessus des voies. Futuristes, rapides et silencieux, ils ont tous les avantages des trains électriques classiques. Le risque de déraillement n'existe pas et l'absence de roues leur permet de ne pas faire de frottement et par conséquent de rouler à une vitesse bien supérieure à celle des voies ordinaires. En 2019, le train le plus rapide au monde était le SC Maglev, atteignant la vitesse incroyable de 600 km/h. J'espère que tu ne comptais pas faire un voyage dans ce train de sitôt, car la voie sur laquelle il circulera ne devrait pas ouvrir avant 2027,
et ne sera pas terminé à 100% avant 2042. Le problème est que les trains maglev ne peuvent pas circuler sur des voies régulières. Un système ferroviaire entièrement nouveau doit être construit, et cela coûte forcément beaucoup d'argent. Tout le monde n'est pas convaincu que les avantages des trains à lévitation magnétique l'emportent sur les dépenses orchestrées. Mais toi, qu'en penses-tu? Ou plus précisément, comment trouves-tu le système ferroviaire dans ton pays? Une mise à niveau s'impose-t-elle au vu de l'état actuel des choses? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. La vitesse et l'efficacité sont importantes, bien évidemment, mais qu'est-ce que ça fait de rouler sur ces machines? Et comment cela se compare-t-il à notre vieux tonneau sur roue d'autrefois? Oui, les premières générations de trains n'étaient pas très amusantes à conduire. Oh, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de sensations fortes la première fois qu'un cheval géant en métal a dévalé les rails. Mais cet émerveillement enfantin avec une pointe de terreur se dissipait vite après quelques heures de voyage. Les premiers wagons ressemblaient à des voitures ou à des diligences et n'offraient pas beaucoup de protection contre la fumée qui s'échappait de la locomotive. Ils étaient aussi peu sûrs qu'ils étaient inconfortables. Les voitures se cognaient parfois les unes contre les autres à l'arrêt et les passagers étaient souvent projetés hors de leur siège. Le moteur avait également tendance à produire des étincelles ou des braises chaudes qui pouvaient provoquer un incendie. Si tu vois le verre à moitié plein, il n'a pas fallu longtemps pour que les wagons se transforment en ce à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Mais si tu le vois à moitié vide, il n'était pas beaucoup plus confortable. Si tu es à Chicago et que tu veux rendre visite à ta famille sur la côte Est, prépare-toi à passer jusqu'à 2 jours assis sur un banc en bois dur. Les choses se sont améliorées en 1862 lorsque la société Pullman a commencé à produire des voitures-lits de luxe. Et je n'utilise pas le mot luxe à la légère. Les voitures avaient des sièges rembourrés, de la moquette et du bois laqué. Les lits étaient dissimulés derrière des panneaux de plafond et repliés comme des compartiments à bagages. La société Pullman a même fabriqué des voitures de luxe privées, en gros des suites d'hôtels sur roues. Et voilà papy, ta victoire. Ou pas. Les wagons modernes sont toujours beaucoup plus sûrs et confortables que tous ceux qui datent du 19e siècle. Mais quiconque prend le métro pour se rendre au travail peut avoir du mal à le croire. Selon l'endroit où tu vis, le métro est la meilleure ou la pire partie de vivre en ville. Les trains longue distance, en revanche, peuvent donner l'impression d'être le grand luxe. Les sièges des trains des voyageurs modernes sont semblables à ceux de nombreux avions de ligne. La différence est qu'ils n'ont pas besoin de ceinture de sécurité et que tu es libre de te lever et de te promener quand tu en as envie. Les wagons privés sont rares dans le monde moderne, mais les voitures-lits sont bien présents. Selon l'itinéraire, ton train peut être équipé d'un petit café ou d'un snack-bar à son propre restaurant gastronomique. Et bien sûr, la plupart des trains de voyageurs sont équipés de la plus grande nécessité de la vie moderne, le Wi-Fi gratuit. Tous à bord! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que tu vas adorer. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.